Mais du coup, c'est bien, j'ai envie de voir un peu son avis à lui. Combien même c'est un normie, go. Ça y est, Kaizen est sorti, le documentaire sur l'ascension. Cassandre vient de lancer son stream. Eh bah, vous allez chez Cassandre si vous avez envie. Moi, je raid Cassandre après. C'est bon, j'ai fait 3h30 de stream, j'ai envie de faire un peu plus quand même. J'ai pas stream depuis 4 jours, laissez-moi. Hein. Abonnez-vous bien sûr à Moufette avant d'aller chez Cassandre. Videz bien votre compte en banque ici avant d'aller chez Cassandre. L'Everest par Inox. Ah, en plus, faut pas que je tarde parce que... Et attendez, je dois poser une question aux Parisiens. Les Parisiens du chat, là. On est bien d'accord que quand on achète un billet de métro à Paris, regardez, situation, je dois aller chercher un colis. Je dois prendre le métro. Je fais 5 arrêts de métro. Je sors du métro. Je vais chercher mon colis. Je re-rentre dans le métro. Est-ce que mon billet marche? Est-ce que c'est 1 heure de validité? Non, c'est mort. Tu sors du métro, c'est fini. Ah bon? Mais il y a 1 heure de validité, vous m'avez dit. Faut 2 billets. Oh l'arnaque. Putain, je vais payer 5 balles quoi. 5 balles pour aller chercher un colis, j'ai envie de crever. Paris, c'est la baise, putain. Moins de 10 minutes entre chaque. De validité, mais sans sortir. Oh putain, oh fait chier. Fais livrer chez toi la prochaine fois. Mais non, moi j'aime bien les points relais. Mais oui, vélo électrique. Ah ouais, bah n'hésite pas à donner pour le vélo électrique. Hein. J'ai pas de vélo électrique, hein, c'est bon. Bon, ok. Bon, je vais me faire baiser. Mais après le stream, je dois aller chercher un colis. Bref. Et même si à la base... Vas-y, Ayep, t'es à Paname. Je sais pas si j'aurai le temps. Faut que je regarde. Je regarderai après. Merci Briwatt. Merci pour le sub. Je suis pas un grand fan d'Inoxtag, je regarde de temps en temps ses vidéos. Je me suis dit que c'était un tel événement majeur pour le YouTube francophone qu'il fallait qu'on l'analyse. Alors, oui, t'as envie de faire une énième vidéo de merde, oui, voilà. J'ai pris le temps de regarder le film et j'ai trouvé des choses très intéressantes, mais aussi un... Fais-toi une Navigo avec Zawat à moins 50%. Oui, mais pour l'instant, j'ai pas signé, donc... T'inquiète pas, je leur ai dit. Hein. Je l'ai dit à ras dans les yeux. Hein. J'ai dit signez-moi, pitié, comme ça j'ai un pass Navigo. Donc très bientôt, oui. Aspect un peu plus problématique. Le parcours d'Inoxtag ressemble à celui de la plupart des créateurs de contenu. Il commence extrêmement jeune, autour de 11 ans, en faisant des gameplays de ses jeux préférés, notamment CSGO et Minecraft à l'époque. À ce moment-là, il rencontre pas vraiment le succès, il enchaîne les vidéos avec une centaine de vues. Mais à partir de 2015, il commence à faire des miniatures pour le youtubeur Kawabunga. Il était miniaturiste. On est ensemble, Inoxtag, j'ai toujours cru en toi, hein. On est ensemble. Hein. Grâce à ça, il se lie un petit peu d'amitié avec le youtubeur qui lui propose même d'apparaître dans ses vidéos et au même moment, un gros jeu fait son irruption, Fortnite, le Battle Royale. Le carton est immense, Inox en profite beaucoup et tous les youtubeurs se mettent dessus pour produire et profiter du succès. On est en 2017 et c'est à cette occasion qu'il rencontre également Michou qui est en train d'exploser avec sa chaîne. Finalement, moi je trouve que le truc le plus triste du docu d'Inoxtag, c'est pas spécialement... les Sharpas, le fait que les gens perdent leurs doigts et tout ça. C'est que quand il arrive au camp de base et qu'il a envie d'appeler un pote pour lui dire « Regarde, je vais bientôt y arriver », bah, il appelle Amine. Hein. Il appelle plus Michou. Hein. C'est la fin d'une amitié. Hein. Les vues ne cessent de croître et en 2019, Michou et Inoxtag signent... En même temps, je le comprends. Michou, il est un peu insipide, ce gars. Vous trouvez pas? Vous avez pas cet avis sur Michou? En fait, je l'aime bien sur le côté un peu... Ça se voit qu'il est un peu con-con. Il est un peu plouc. En fait, il est un peu plouc. Et du coup, il est sympa. Il est sympa sur son côté plouc. Mais par contre, il fait rêver personne, quoi. Est-ce que Michou, il vous fait rêver, vous? Moi, bof, hein. Chez Webedia. Oui, voilà, et le fromage de tub aussi, oui. Oui. Le fromage de tub. Après, je vais pas commencer à blaguer. Moi aussi, j'avais du fromage de tub. Mais moi, je me suis fait opérer du phimosis quand j'avais 13 ans. Mais avant ça, j'avais du fromage de tub aussi, du coup. Marquant un tournant pour leur professionnalisation. S'ensuit les aventures de la Team Crouton, donc l'espèce de team des amis de vidéastes avec Michou, qui fait notamment... Inox et Amine me font pas rêver non plus. Bon, quand même un peu plus, quoi. Des vlogs lors de leurs vacances et qui permet à Inoxtag de petit à petit se détacher du jeu vidéo. Les productions deviennent de plus en plus ambitieuses et les chiffres vertigineux. Pour autant, les premières polémiques arrivent également. En octobre 2021, lors du The Event, il bat le record français de spectateurs simultanés sur Twitch avec 450 000 viewers. Mais cela est dû à la présence de son amie mexicaine à qui il fait des... La sirène.
blagues salaces C'est vrai que c'était un peu bizarre l'ambiance. Hein. Et lui fait dire plein de trucs de mauvais goût parce qu'elle ne parle pas français. Il est alors dénoncé pour son comportement considéré comme sexiste et s'excuse dans la foulée. Pour autant, c'est loin de réussir à freiner son ascension. Son ascension imagée sur YouTube à ce moment-là. Oui, moi je trouve franchement quelle histoire de teubé. Genre franchement ça mérite pas qu'Ultia se fasse harceler avec Ponce pendant des mois et des mois. Hein. Même si c'est pas des gens que j'apprécie spécialement. Du lundi, tout ça, je m'en branle. Mais personne ne mérite d'être harcelé pendant des années. Juste pour avoir dit qu'Inoxtag avait forcé. Parce que Inoxtag, oui, il avait forcé. Genre oui. Avril 2022, il marque le YouTube Game en réalisant une vidéo où il survit. Ça c'était trop bien. Quel contenu, hein. Merci Steamy. Quel contenu. C'était trop drôle. En vrai, moi j'ai trop aimé. La vidéo de survie là, complètement débile. Où à la base tu te dis waouh, le mec il va survivre. Puis en fait, non, juste il mange pas. Il se fait chier. Et à la fin, il se sent comme une merde. J'ai trouvé ça trop drôle. Sur une île déserte, seul pendant 7 jours au Cambodge. La nouvelle direction de la chaîne est claire, faire des concepts de plus en plus fous et repousser ses limites physiques et mentales. Mais le 24 février 2023, sa carrière... Les vidéos de zombies, bah non, moi je trouve que c'est les moins bien. Parce que les trucs scénarisés d'Inoxtag, ça se voit que quand ça arrive à la fin, il n'y a pas vraiment de fin. Et juste, ils essayent de faire un truc impressionnant, mais on commence à se faire chier. Moi, je pense que les 20-30 premières minutes de ces vidéos scénarisées sont rigolotes. Et après ça, on s'emmerde. Hein. Le loup-garou, c'est marrant, ouais. Le loup-garou, c'est plus marrant. Mais les trucs scénarisés au PSP à base de zombies, tout ça, non, on s'emmerde. Hein. Bascule pour toujours. 1 minute 55, durant laquelle Inoxtag revient sur ses 6 ans de... La vidéo GR20 était très très bien, oui. En fait, dites-vous, la vidéo GR20 m'a inspiré dans son dispositif pour moi-même peut-être faire du contenu. Mais voilà, je vous dis rien de plus. Et la vidéo sur le GR20 m'a marqué d'un point de vue montage. Et ça m'inspire, bref. Carrière, un peu comme je viens de le faire, mais avec une production extrêmement léchée. Il conclut en annonçant qu'il se donne 1 an pour gravir l'Everest. Avant même de parler de la mise en scène, le discours d'Inoxtag est intéressant à ce moment-là. Le mot rêve apparaît 4 fois par exemple. Et surtout, il est souvent mis en relation, voire en opposition avec un mot antagoniste. À la fin, par exemple, il dit « La réalité, c'est que pour avoir le droit de continuer de rêver », puis le texte dit « Sans vous, ce défi ne serait resté qu'un rêve ». En l'espace de quelques secondes, Inoxtag met en lumière le conflit interne qu'il habite et qui fait, selon lui, l'intérêt de ce projet, l'opposition entre le rêve, le défi et la réalité. L'univers... Hein? Non mais c'est que... Oh, Adam Bros, il est vraiment claqué du cul. Hein. Déjà, gros, t'es en train de nous dire il y a une opposition entre 2 choses. Et à la fin, tu nous dis 3 choses. Mais c'est... Vraiment, c'est fake deep. Hein. L'intérêt de ce projet, l'opposition entre le rêve, le défi et la réalité. L'univers... Moi, j'ai cru qu'il allait faire une analyse, genre j'étais hypé, mais non, c'est... L'univers visuel de la vidéo est onirique et laisse penser à l'imaginaire, au fantasmé. La musique, quant à elle, rappelle cette ambiance, mais la mélange avec un côté plus exploit, défi, dépassement. Et enfin, la voix off d'Inox est au contraire beaucoup plus calme, posée, terre à terre, montrant, voilà, qu'il a réussi. C'est trop bizarre, on dirait qu'il fait une... C'est vraiment une rédaction, c'est première année d'art, hein. En fait, il décrit ce qui se passe, quoi. Quel est votre avis sur le film? Le film s'ouvre sur une scène avec 2 acteurs. Les 2 acteurs se parlent entre eux. Et la caméra tourne autour d'eux. C'est assez impressionnant. Et puis après, ça cut. Et après, fondu au noir. Et on se retrouve dans la 2e scène avec 2 autres protagonistes. Et là, ils parlent entre eux. Réussi à garder les pieds sur terre et la réalité. Et c'est vraiment le mariage de ces 3 éléments qui, selon moi, a fait l'intérêt qui est né pour le projet. Pour autant, si le message passe bien auprès de sa communauté, le projet l'expose à un public encore plus large. Et de nombreuses critiques commencent à voir le jour. La première est que gravir l'Everest serait un simple caprice de riche. Il serait possible de payer très cher. Bah oui, c'est vrai. Oui, pour le coup, oui. Pour être très bien accompagné. Et c'est comme l'espace. Aller dans l'espace, c'est un caprice de riche. C'est pas pour autant que tout le monde n'y rêve pas un petit peu. Genre, on a tous des rêves à base d'espace et tout. Oui. Par des Sherpas dans cette expédition qui est maintenant réalisée par environ 700 personnes chaque année. Pire, ces voyages à sensation de luxe
auraient un impact écologique désastreux, accumulant les déchets sur leur passage et les morts de certains accompagnants. C'est un point évoqué dans le documentaire au début et sur certains camps de base. Mais on peut quand même regretter une forme d'absence d'autocritique sur le sujet. Inoxtag dénonce, à raison, les comportements de personnes... C'est faux, il le dénonce pas tant que ça. non Pourquoi il veut lui prêter le fait que Inoxtag défend ça? C'est faux, dans son docu, il le défend pas tant que ça. expérimenté dans la montagne et non respectueux de l'environnement, sans assumer que sa démarche, aussi sincère et bienveillante soit-elle, suit la même forme de logique. Cette critique, tout à fait légitime, s'ajoute à un second reproche qui prend de plus en plus de place dans les... Bah oui, mais si on la ramène au truc de « Oh là là, tu es de gauche, mais tu as une carte bleue, tu es anticapitaliste, mais tu payes un loyer. » Enfin, je veux dire, oui, bon... Après, c'est une autre proportion. Là, on parle d'Inoxtag qui a mis des 100K dans un docu, quoi. Mais bon. discussion autour des youtubeurs, la course à la surenchère et à la surproduction. C'est un sujet que je compte analyser plus en profondeur dans mon prochain documentaire sur les youtubeurs. Je vous incite à vous abonner et à le regarder quand il sortira, mais que je dois quand même au moins un petit peu aborder ici. Depuis la fin du Covid, on voit se multiplier les projets d'ampleur par les créateurs de contenu. Squeezie privatise un stade pour faire un cache-cache géant, McFly Ouais, mais ça, c'est stylé. et Carlito organisent un chat à travers la France, et C'est stylé. Amixem s'achète une île privée pour C'est moins stylé. une vidéo. Inoxtag C'est moins stylé. Genre, oui. J'aime pas trop Amixem, ça se sent. s'inscrit complètement dans cette tendance et le fait à un rythme effréné. Avant son départ pour l'Everest, il enchaîne les expériences plus folles les unes des autres, au point qu'il admet ne même pas avoir le temps de vraiment en profiter. En interview et même dans son documentaire, il se confie régulièrement sur cette impression que tout va trop vite. Ça rejoint la thèse du chercheur Hartmut Rosa dans son excellent livre que je vous conseille. Mais en fait, moi, une des choses du docu que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est de voir comment Inoxtag est entouré de types qui décident pour lui ce qu'il faut faire de sa vie. Moi, je trouve que ça, c'est l'une des choses les plus intéressantes aussi. C'est de voir cette vie-là, c'est de voir que les youtubeurs, comme ça, en fait, quand ils font des réunions pour savoir quel va être leur agenda de la semaine, il y a littéralement 5 ou 6 costards cravates, bon, façon de parler, parce qu'ils sont pas en costard et pas en cravate, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'était assez intéressant à voir, quand même. C'est un industrie plante Webedia. Oui, mais en termes d'industrie plante, c'est l'un des moins pires, genre... Aliénation et C'est l'un des moins décevants, genre, désolé, on parlait de Michou. Michou est une industrie plante de Webedia. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, hein, genre. accélération. Le philosophe relève un raccourcissement et une densification des épisodes d'action alors que les progrès techniques devraient nous permettre le contraire. Il prend l'exemple des mails. Avant, envoyer une lettre, ça prenait beaucoup plus de temps qu'envoyer un mail. Donc on pourrait se dire qu'on a gagné énormément de temps, sauf qu'en fait on envoie beaucoup plus de mails qu'on envoyait de lettres. Et donc au contraire, on en a perdu. Notre rythme de vie, Son analogie de con, là. progrès technique devrait nous permettre le contraire. Il prend l'exemple des mails. Avant, envoyer une lettre, ça prenait beaucoup plus de temps qu'envoyer un mail. Donc on pourrait se dire qu'on a gagné énormément de temps, sauf qu'en fait on envoie beaucoup plus de mails qu'on envoyait de lettres. Et donc au contraire, on en a perdu. Notre Hein? Bah non. rythme de vie ne cesse Avant, on envoyait autant de courriers. Mais non, mais... bah, avant, du coup, on envoyait des courriers, on en envoyait beaucoup, quoi. Effet rebond. Oui. Il y a pire, hein. Il y a des meilleurs exemples que celui-là. de gagner en vitesse. On en envoyait moins. Oui, mais alors, qu'est-ce que ça change? Genre, on n'a pas perdu du temps. Puisqu'on en a gagné à pouvoir écrire des mails. Genre... Alors que de plus en plus d'options, de services, de loisirs, voire de modes de communication s'offrent à nous. C'est ce qui s'est passé pour Inoxtag, que le succès a frappé de plein fouet et qui s'est retrouvé probablement avec des dizaines voire des centaines de sollicitations super excitantes chaque jour, à qui il a visiblement du mal à dire non. On le voit dans le documentaire lorsqu'il montre le rythme effréné qu'il a sur YouTube après être revenu d'une première montagne au Népal. Pour lui, oui, gravir l'Everest suit cette logique de YouTube d'accélération et de hausse des coûts de production. Moi, je trouve qu'un des meilleurs docus qui pourrait exister, ça serait par exemple justement Inoxtag dans sa vie de youtubeur, avec ses costards cravates qui lui disent quoi faire. Mais il a un pote sur qui il compte. Et ce pote-là, il filme un peu au caméscope, tranquille, un peu les moments du quotidien. Et il fait un docu qui s'étale sur 2 ans, où on voit son rythme de vie, on voit comment ça peut le faire craquer, on voit à quel point il peut être un peu con et en même temps c'est chiant. Et à la fin, il se barre de Webedia.
Et la fin du docu, c'est lui qui se barre de Webedia. Et en fait, c'est le docu qui te révèle pendant 2 ans qu'est-ce que c'est qu'une vie de youtubeur. Ok, Orelsan, bah oui, mais non, mais ça se trouve, ils le font déjà. Ah, moi, je trouverais ça. Là, je trouverais qu'il y aurait une valeur. Hein. Ça serait un peu. En fait, ça serait un docu Pierre Carl. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait un docu Pierre Carl sur les insides de la vie d'un youtubeur. Parlerait d'un coût entre 500 000 et plus d'1,5 million d'euros. Mais cette expédition, ainsi que les précédentes en préparation, servent aussi pour lui de décélération de son quotidien. Plusieurs séquences dans le film mettent en opposition la vitesse de sa vie de youtubeur et le calme de la montagne. Puis même sa volonté de se reposer à Cuba, de se rapprocher de la nature. Parce que le truc intéressant, c'est de devoir mettre de plus en plus de thunes pour faire des vidéos YouTube, la logique YouTube. Ah oui, mais après, cette logique, elle est étrangère à personne. Hein. D'après toi, pourquoi chaque Zawasho devrait être meilleur que l'autre? Genre, c'est... Tout le monde a ce problème-là. Genre, quand t'es financé littéralement par les dons et par les abonnés, bah... T'as besoin de faire toujours mieux, quoi. Il y a un peu ce truc-là, genre... À la suite de son ascension de l'Everest, il n'est pas tout de suite revenu sur les réseaux sociaux. Pendant près de 6 mois, il a disparu, créant même une forme de chasse à l'information. Et c'est intéressant parce que ça montre qu'il a tellement habitué son public à une hyperactivité et à une forme d'omniprésence médiatique que son silence devient un discours à part entière. On le voit un peu avec les youtubeurs, mais avant on l'avait plutôt vu avec des artistes comme Damso, PNL, Daft. C'est vrai que le tweet obscur d'un Cubain qui aurait dit « Regardez, il y a votre youtubeur là qui est en train de traire mes vaches », ça aurait été marrant. Je pense que ça aurait été drôle quand même. Punk ou Nekfeu, qui justement soit se retirent des réseaux sociaux, soit se taisent pendant très longtemps et reviennent d'un coup avec un gros événement, et c'est ce qu'a voulu faire Inoxtag. Ça lui a permis de revenir avec un documentaire de 2h30 qu'il sort dans les salles de cinéma, lui conférant une forme de légitimité et créant inévitablement l'événement. Ainsi évidemment qu'un très bon... Logique capitaliste, baisse tendancielle, du taux de profit, les gens, c'est la mécanique accélératrice de base. Bah oui, mais tu peux t'en servir. C'est ce qu'essaye de faire Zawaprod, hein. C'est de se servir de cette mécanique accélératrice là, avec des baisses de tendanciel constantes et tu remontes et tout. Bah c'est comme ça aussi que potentiellement tu peux faire monter un média politique qui repolitise les gens. Enfin genre oui. Retour sur investissement puisqu'on parlerait de plus de 200 000 billets vendus. Finalement, le documentaire est sorti hier au moment où cette vidéo sort. Je l'ai regardé et voici ce qu'on peut vraiment en retenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous l'avez vu en salle ou si vous l'avez vu sur YouTube. Personnellement, je l'ai rattrapé sur YouTube, donc un jour après sa sortie en salle. Et surtout, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et même, de manière générale, si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous pensez de ce projet d'Inoxtag? Ce que Ah oui. je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de s'inscrire dans une quête personnelle et de réaliser un rêve, l'Everest permet à Inox de développer et de renforcer un narratif médiatique autour de son persona, donc son personnage médiatique. Et ce narratif, c'est évidemment celui de l'esprit shonen et plus globalement du culte de la performance. Bah oui, mais ça c'est un peu stylé quand même. Voilà. Après moi je pousse pas à avoir un culte de la performance individuelle non plus. Mais moi, oui, je vais avoir un discours en mode on reste des gens. Ok, on essaye de faire collectif, mais... C'est pour ça, hein, moi j'ai toujours plus d'affection du point de vue moral sur One Piece que sur d'autres shonen. Hein. Que One Piece, c'est l'esprit shonen, mais on n'est pas tout seul. On a l'équipage, on a des nakamas. Ça, c'est un peu stylé. Pour mes fidèles abonnés non initiés à la culture japonaise, le shonen, c'est un type de manga plutôt destiné aux jeunes adolescents, plutôt les garçons, type Naruto, Dragon Ball ou autres animés qui faisaient faire des crises d'angoisse à Ségolène Royal. Inoxtag est très attaché aux animés, en particulier One Piece et son personnage principal Luffy qui rentre complètement dans les codes du shonen, et d'ailleurs il se met très souvent en scène avec le chapeau de paille, il a fait toute l'expédition avec le chapeau de paille dans son dos, le chapeau de paille qui est donc le chapeau de paille de... Oui, on sait, oui. Pourquoi tu expliques ça? Luffy qui est caractéristique du personnage, et d'ailleurs avant son retour il a envoyé le concept du shonen, c'est pas un peu de l'appropriation culturelle? Tu crois que le shonen ça existait pas avant? C'est quoi Candide? Bon après Candide à la fin il est un peu dégoûté et il finit par devenir jardinier, mais désolé mais ça existe depuis longtemps genre. Voyez un chapeau de paille dans une box à tous ses proches créateurs. Mais pour ce qui est de l'esprit shonen, en fait c'est un abus de langage. On devrait plutôt dire esprit neketsu. Le neketsu correspond au récit initiatique. Oui, Ulysse, l'Odyssée d'Ulysse, oui. Qui suit un peu le même schéma que le monomythe de Joseph Campbell. En gros, on a le héros qui est un jeune garçon, parfois orphelin, qui a un rêve. Oui, pour moi, Inox égale Candide, beaucoup plus que désolé, mais en termes d'esprit shonen, là...
Typiquement, Candide qui a envie de monter en haut de l'Everest et il arrive en haut et il se rend compte qu'il y a plein d'ordures et il y a plein de gens et en fait on s'emmerde et c'est pas si ouf que ça. C'est typiquement une histoire à la Candide. Hein. Même s'il faudrait un peu plus de violence pour que ça soit Candide. Genre, il faudrait que lui-même tombe de la montagne, se casse un bras et... Mais il y a un truc, hein, oui. Il est beaucoup plus proche de Candide que de Luffy, au fond. Et il veut absolument le réaliser, mais au début personne croit en lui, il est un peu rejeté car il est un peu différent. Il va vivre des aventures, rencontrer des amis, des sages qui vont l'aider à atteindre finalement son objectif. Inoxtag va tenter de reproduire ce narratif pour sa propre carrière sur YouTube, mais également pour son ascension de l'Everest. Il assume d'ailleurs même en introduction du documentaire être directement inspiré par les récits initiatiques de ses mangas. Il se présente comme le petit Inès qui jouait aux jeux vidéo dans sa chambre, qui rêvait des défilés plus fous et peut désormais les réaliser. D'ailleurs, c'est le sens du titre, il le dit à la fin, Kaizen, ça veut dire... Ah oui, mais est-ce que c'est faux? Genre, il se vend comme ça, mais en soi, c'est vrai. Genre, c'est vraiment sa vie, quoi. Après, ça peut... En fait, moi, je trouve que la haine des youtubeurs et des streamers, elle est légitime. Après, les gens, il faut des nuances aussi. C'est bien d'avoir un peu toujours la haine. Moi, vous inquiétez pas, j'ai eu la haine pendant très longtemps. Maintenant que je suis influenceuse, je mets un peu plus d'eau dans mon coca, bien sûr, mais c'est normal, c'est sain. Genre, c'est bizarre d'avoir des individus comme ça, avec argent illimité, qui se prennent pour des Luffy, là. Alors que globalement, ton Luffy, il est plutôt à l'usine, et se lever à 6h du matin et se coucher à 22h, c'est sa vie, quoi. C'est ça qui est shonen aussi. L'amélioration continue, le changement... Est-ce qu'il peut avoir de l'argent, ça baisse la haine? Bah moi, en l'occurrence, oui, mais c'est plutôt le fait de devenir moi-même influenceuse aussi, quoi. Pour le mieux, jour après jour. Ça, c'est pour le narratif personnel d'Inoxtag et la manière dont il va le développer. Mais ce qui est intéressant avec son ascension de l'Everest, c'est que ça va s'insérer dans un imaginaire et un discours collectif beaucoup plus large, notamment autour de la performance. En fait, disons que, comment dire, moi, c'est pas forcément l'argent qui m'a rendu moins... Enfin, l'argent. Et je gagne pas énormément d'argent, hein, dosé, hein. Je suis entré dans la classe moyenne. Voilà. Moi, j'estime qu'actuellement, je suis classe moyenne basse, quoi. Déjà ça, c'est déjà mieux que la pauvreté. Genre, je regrette rien. Genre, heureuse d'être là, tu vois. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Oui, non, en fait, c'est plus que en devenant influenceuse, moi, j'ai compris un peu plus quel pouvait être le rythme de vie de ces gens-là, en fait. À quelle heure ils se lèvent? Qu'est-ce que eux appellent du travail? Est-ce que c'est vraiment du travail ou pas? Et oui, ça en est, c'est quand même du travail, mais en même temps, est-ce que lui, il travaille beaucoup quand il y a 6 costards cravates qui décident de sa vie en réunion? Genre, oui, ça pose des questions, mais je vais être un peu plus précise là-dessus que avant, quoi. Antoine Daniel, branle rien, désolé. Ah oui, tout le monde le sait. Dans un imaginaire... Mais après, c'est le choix de vie qu'il a fait, hein. Genre, force à lui, hein. C'est Sandrine Rousseau, elle disait le droit à la paresse. Bah voilà, ça s'applique à Antoine Daniel. Un discours collectif beaucoup plus large, notamment autour de la performance. Dans son livre intitulé Le culte de la performance, publié pourtant il y a 30 ans, le sociologue Alain Ehrenberg revient sur le phénomène. Pour lui, la vogue du sport, la médiatisation de l'entreprise et l'apologie de la consommation ont transformé l'imaginaire français autour de cette idée de performance. Et c'est une idéologie qu'on retrouve aujourd'hui particulièrement dans le YouTube game français. C'est-à-dire pour Antoine Daniel, bah, il faut refaire l'histoire. C'est-à-dire que Antoine Daniel est un jeune entrepreneur qui fait des vidéos qui marchent très très bien et qui finit par s'entourer de tas de gens pour commencer à faire des intros ambitieuses à chacune de ses vidéos, des intros cinématographiques, quelque chose qui n'avait jamais été trop fait auparavant. À part peut-être le JDG avait déjà commencé un peu dans cette pipeline-là, mais je veux dire, Antoine Daniel a quand même marqué le coup en faisant un vrai spectacle en fait. Et du coup, il y a plein de gens qui se mettent à travailler avec lui, qui croient en lui. Lui, il fait des vidéos qui s'appellent Les 29 Antoine Daniel, où il arrête pas de dire qu'il va faire un film, qu'il va faire des trucs, qu'il a plein de projets. Et puis d'un coup, il décide d'être un dépressif, de rester dans sa chambre et de plus répondre au téléphone quand il y a son monteur ou son photographe, son caméraman qui lui dit gros, je dois manger en fait. Gros, je travaille avec toi, tu fais quoi en fait? Genre... Là, j'ai un loyer à payer, Antoine. Genre, boss, en fait. Et Antoine, il a dit, bah non, désolé, les gars. Je suis une merde. Et je vais rester chez moi et je vais déprimer. Et du coup, il a fait ça. Et puis après, il est revenu, il a fait du stream, quoi. Voilà, hein. Et donc, voilà, le droit à paresse d'Antoine Daniel. On a le droit de dire qu'il est paresseux.
Mais il a le droit d'être paresseux. Voilà. Oui. Inoxtag s'est mis sérieusement au sport pour préparer l'Everest, comme avant lui Mastu ou Squeezie. Dawa Files leak? Non, c'est pas un leak. Hein. C'est les gens. Moi, la dernière personne qui m'en a parlé, c'est celui qui fait Everywood, Thomas Mouffe. Thomas Mouffe, qui était un mec qui travaillait avec Antoine Daniel à l'époque, quoi. Puis sinon, si vous voulez avoir ce type de discours, allez faire chez Wendo. Vous allez demander à Wendo, voilà, il sera très heureux d'en parler pour la 15e fois. Ça va pas du tout le faire souffler. Vous avez qu'à poser des questions à Wendo, quoi, voilà. S'était mis à la musculation. On le voit dans le film, à travers une séquence qui ressemble honnêtement quasiment à une publicité pour Nike, se préparer physiquement à travers différentes disciplines. De même pour la partie chef d'entreprise, qui ressort de plus en plus au global sur YouTube, même si on le voit pas trop dans le documentaire Kaizen. Et je pense que j'ai pas besoin de préciser en quoi les youtubeurs font l'apologie de la consommation. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ma chaîne ne contient pas de placement de produits, voilà, je suis complètement autoproduit, autofinancé. Je fais ça de manière indépendante. Ah oui, t'es tellement con que tu fais un placement de produit pour Marvel en permanence, quoi. Genre. Qui fait ça hein, genre. Donc si vous voulez me soutenir avec des Funko Pop, hein. Wow. Le mieux c'est de s'abonner, de partager mes vidéos, de mettre des commentaires, ça m'aide vraiment énormément. En bref, le défi d'Inoxtag illustre parfaitement les propos du sociologue. Il explique que les battants, les leaders et autres guerriers ont complètement envahi l'imaginaire collectif français. Et alors que pendant longtemps les youtubeurs ont beaucoup joué sur le côté infraordinaire, donc leur capacité à être proche de leur audience, désormais la plupart d'entre eux se construisent plutôt un persona qui se rapproche d'un modèle. Inoxtag devient donc une figure conquérante qui se réalise par le sport et par l'entrepreneuriat. Et c'est intéressant parce que ce style de vie pour Alain Ehrenberg passe le plus souvent par la prise de risque. Eh oui, mais moi en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, le documentaire sur Inoxtag ne s'arrête pas au documentaire Kaizen. Là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des espèces de candides que sont des youtubeurs un peu naïfs qui veulent aller faire des trucs et tout. Et en fait, ils vont être déçus successivement. Et qu'est-ce que ça sera dans 10-15 ans? Qu'est-ce que sera Inoxtag quand il aura 30-35 ans? Qu'est-ce qu'il dira de cette vie-là? C'est ça aussi qui est intéressant. Est-ce que ça deviendra un con cynique qui s'en bat les couilles comme Norman? Ou est-ce que ça devra un mec qui va finir par être engagé parce qu'il se rend compte que c'est de la merde Enfin, on n'en sait rien. Moi, je trouve ça intéressant. L'histoire ne s'arrête pas après ce documentaire, vous voyez ce que je veux dire? Et vous réalisez que le libéralisme, c'est gaze. Bah, au moins, ils auront les moyens de voir que c'est gaze, quoi. Tu vois? Au moins, ils seront arrivés un peu au bout du truc. De risque est omniprésente dans le documentaire d'Inox. Elle l'est de facto parce qu'il s'agit d'une activité hautement dangereuse, mais elle est souvent rappelée par le créateur et ses accompagnants. Lors des explications en amont ou même lors de la montée, 80% des phrases sont par rapport au risque. D'ailleurs, il n'hésite pas à filmer les personnes décédées ou entre la vie et la mort sur son chemin, tout en prenant soin de les flouter. Ce qu'Inoxtag propose est alors une épopée. Comme toute histoire de sport. Alain Ehrenberg analyse alors quand nous opposons la vie romantique de la vie d'aventure à celle de la vie réglée et sans risque de tous les jours, nous participons pleinement à l'héroïsation de l'individu qui se soustrait à sa servitude. Le sport comme l'entrepreneuriat sont des activités valorisées et valorisantes dans une société de compétition généralisée. Elles permettent l'expression d'une réussite physique et financière tangible, voire presque palpable. Kaizen permet à Inox... C'est là que j'ai presque envie de rejoindre les gauchistes insupportables anti-sport, là. Genre, c'est vrai, la critique, elle est valide aussi. Le sport, c'est un peu fasciste par son individualité, par le côté performance, oui, ok, oui. Et après, c'est quand même stylé, genre, c'est désolé. Va être un gauchiste insupportable sur le city du quartier, là. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui ont cette critique-là au bout d'un moment. C'est que c'est bon, oui, genre, va faire ta leçon aux gens qui font un basket, là, genre... de devenir la véritable figure de proue de cette idéologie qui prend de plus en plus de place sur YouTube, à l'image du succès de Thibaut InShape qui remplit également tous ces critères. Ce que je trouve intéressant, c'est que, bah voilà, cette idée-là, cette idéologie, c'est une idée et une idéologie qui, effectivement, a infusé dans l'imaginaire français depuis des décennies. La mise en avant des personnalités sportives, la mise en avant des entrepreneurs. On voit par exemple Xavier Niel qui va se produire sur l'Olympia, ou sinon, bah, les sportifs à travers les champions olympiques qu'on a pu voir. C'est pas anodin. Ça fait complètement sens dans nos sociétés qui sont basées. Est-ce que nos gauchos contre le sport, c'est pas juste des gens qui justifient leur sédentarité? Moi, je trouve que le débat serait intéressant parce que c'est une question à éclairer. Est-ce que c'est simplement des gens qui justifient leur sédentarité? Ou est-ce que c'est des gens, tu peux aller les chercher sur des spécificités? Par exemple, tu vas leur dire, ok,
on vit quand même dans une société, ok, le sport c'est un peu facho, je suis d'accord avec toi, on va leur concéder ce point-là. Mais après, vu qu'on est très sédentaire, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui fait un peu de fitness, qui va faire un jogging, histoire d'être en forme? Qu'est-ce que tu penses de ce mec-là? Et quand bien même il aime bien se regarder dans la glace parce qu'il a des gros muscles, parce qu'il fait quelques pompes de temps en temps, qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce qu'il est fasciste lui aussi? Est-ce que le simple fait de faire ça, de vouloir être en forme, alors qu'il passe la plupart du temps assis sur son cul à être développeur, et qu'il est content d'avoir un beau physique malgré le fait que c'est un développeur, comment tu t'attaques à lui? Genre vraiment, genre, j'ai envie de poser la question, quoi. Sur la compétition interindividuelle. Et pas facho, c'est quoi cette idée complètement éclatée? Mais les gens, il y a une vraie side, hein, ça existe. Hein. Il y a une vraie side de critique du sport à gauche, en mode c'est le fascisme. En vrai, je pense, si vous voulez voir un peu cet avis-là, je crois que c'est une vidéo de Tizimit, là. Non? C'est lui? C'est ça? Tizimit sur le sport, non? Ou alors c'est un autre. Soit c'est lui, soit c'est Minute Rouge. Non, c'est pas lui. Minute Rouge, sport. Oui, c'est ça. Une critique mesurée du sport, non. Allez voir cette vidéo. Sur la critique radicale du sport, l'opium sportif, la critique radicale du sport de l'extrême gauche à quel corps? Pour une critique radicale du sport, élément pour une sociologie politique du sport, 20 thèses sur le sport, le corps comme un objet de pensée critique. Et la critique radicale de l'éducation physique sportive, le mai 68 de l'éducation physique, le trotskisme à la critique du sport et à l'éducation corporelle. Les gens, il y a des choses de ce côté-là. Hein. Sport, idéologie, spectacle et marchandisation, dossier de l'anticapitaliste. Sport, capitalisme et nationalisme. Sport et révolution, contribution à la critique du sport bourgeois et des Jeux Olympiques. Le sport vu par le PCF, les organisations sportives communistes de France. Origine de la commission du sport du PFL. Bref. Le sport. Je vous mets la vidéo. Vous voulez aller regarder un peu. Comme ça, vous verrez un peu ce qui se dit, quoi. Après, le mec, disclaimer, hein, oui, voilà. Disclaimer, c'est pas forcément son avis, quoi. Mais elle est intéressante, cette vidéo. Je trouve qu'elle revient bien sur le truc. Il y a Inside Facho, ok, mais pas que, bordel, c'est grave. Allez voir la vidéo. Ça, vous ferez votre avis. Nous sommes constamment en compétition avec les autres individus autour de nous. Or, les sportifs et les entrepreneurs sont capables de se distinguer dans ces domaines. Ils sont capables d'être le reflet de la performance ultime. Les youtubeurs se sont alors complètement appropriés cette idéologie et sont passés, effectivement pour moi, de l'infraordinaire, du monsieur tout le monde, à au contraire, quelqu'un qui va essayer de se distinguer au sein de cette compétition, que ce soit par le sport ou évidemment le plus souvent par l'entrepreneuriat, comme on peut le voir par exemple avec les Situations. Alors, moi je trouve que ouais, après il y en a certains, ils font plus pitié que d'autres. Hein. Moi ça me fait mal au cœur, c'est de voir Natou dans toutes les putains de pubs LCL, les banques et tout là. Waouh. Ouais, tout ce que t'as fait dans ta vie, c'est faire un clip où tu twerk. Et voilà quoi. Genre... Le naufrage, bah oui, mais c'est tout, hein. Alors, même si le discours... En fait, moi, quand je vois Natou dans des pubs LCL, je commence à comprendre pourquoi Onfray est devenu Onfray. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as plus de créativité, t'as plus de jus. Mais par contre, tu peux encore utiliser les leviers d'action médiatiques, publicitaires, pour réussir à dégager un billet. Et tu le fais un peu honteusement, mais tu le fais, tu vois. Alors, moi, j'ai l'impression de voir un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est des gens qui se résignent à se dire, bon, bah, je vais faire de la thune. Et je vais plus être très intéressant, je vais juste prendre la thune. Et puis voilà. Nathalie qui adore Natou. Oh, super. La fin de motivation d'Inoxtag assure que le but n'est pas de toujours faire plus, mais de s'épanouir. Le documentaire entier met en scène une forme de néo-individualisme. Et quand je dis ça, c'est pas dans le sens commun. Quoi? Il a voulu sortir un mot de son cul? Ça veut dire quoi, néo-individualisme, là? D'individualiste qui penserait qu'à lui. Oula, il va sur un terrain un peu dangereux pour lui, là. Moi, désolé, mais je préfère écouter Zizek. Si Zizek me dit qu'il y a du néo-individualisme, je suis en mode ok, je peux peut-être y réfléchir, mais toi, là... D'égoïste. Non, la définition donnée par Alain Ehrenberg, c'est l'idée selon... Ah ok, Alain Ehrenberg, il dit quoi? L'idée selon laquelle l'individu serait souple, autonome, indépendant et se réaliserait par son action personnelle. D'accord, qu'est-ce qui est
néo-individualiste là-dedans. Moi, c'est la définition de l'individualisme, là. Dans laquelle l'individu serait souple, autonome, indépendant et se réaliserait par Pas très néo, là. son action personnelle. L'idée que quand on veut, on peut, que quand on se donne les moyens, tout est possible. Ce quasi-dogme qui est engendré et qui engendre la culture de la performance est donc, comme je l'ai montré, omniprésent dans le documentaire d'Inoxtag par le biais du dépassement de soi. Mais, c'est intéressant, il est également repris par les discours d'escorte qui l'entourent. C'est aussi le point de vue qui est opposé à tous ceux qui émettent des critiques négatives sur la démarche et le documentaire d'Inoxtag. Que lui a au moins le mérite de prendre des risques, d'entreprendre, de tenter des défis. On voit donc que la valorisation symbolique de ces éléments a complètement infusé les esprits. Régé. Oui, après, moi, je suis pas d'accord avec l'avis de Régé le gorilla. Hein. Je l'ai expliqué. Je trouve ça un peu trop facile. Mais, très bon arc rédemption, Régé le gorilla, en vrai. Ça fait plaisir un peu. Le mec est devenu pro-trans. J'ai plein de trucs cool. Et finalement, est-ce une mauvaise chose de récompenser les personnes qui sortent de leur routine, se dépassent et s'entretiennent physiquement? Absolument pas. Dire Ah si, en vrai. Regarde, moi, ma daronne, si elle passe son temps à jouer à des jeux Facebook, de temps en temps, je lui dis, maman, tu fais ce que tu veux, mais bon. Après, voilà, fais des trucs un peu. Et puis après, si ma daronne, elle se met à aller à la danse et tout, bah moi, je suis en mode bravo, maman, c'est bien. à son jeune public de ne pas hésiter à poser son téléphone et partir à l'aventure, c'est même plutôt bien. Là où ça devient problématique, c'est quand ça efface les structures qui encadrent l'individu et qui lui permettent de s'exprimer. Inoxtag a pu gravir l'Everest grâce à son entraînement, son investissement financier lié à sa réussite entrepreneuriale, mais Farmville, pas ouf. Ah, moi, ma daronne, c'est Farmville et Candy Crush. Hein. Ça, je vais pas vous mentir, Matrixé. Hein. grâce à son entraînement, son investissement financier lié à sa réussite entrepreneuriale, mais tout ça n'est pas né par magie. Ça ne provient pas simplement de sa dure labeur. Ces éléments, ils proviennent de la socialisation et du cadre offert par ses parents, de l'éducation transmise par l'école, du système de soins qui l'a maintenu en bonne santé jusqu'ici, voire même au global, de la richesse de la France par rapport à un pays comme le Népal qui lui permet d'avoir le pouvoir d'achat de faire cette expédition. Or, ces questions sont immédiatement balayées par le documentaire. Son rythme effréné est dénoncé, mais son origine structurelle propre au métier de youtubeur n'est jamais questionnée. Il souligne la vie difficile de ses Sherpas et les remercie pour leur accompagnement, mais ne remet jamais en perspective sa position sociale notamment vis-à-vis Bah, peut-être parce que c'est pas encore le moment de le faire. Peut-être qu'un jour il le fera. de toute est enseveli par Après, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Genre, il va pas finir dans une ZAD non plus, quoi. Je veux dire, enfin, comment tu fais un mea culpa quand t'es youtubeur aussi? le discours de la performance, du dépassement de soi et de la compétition. Peut-être que c'est en demander trop. Je dirais pas qu'Inoxtag doit lire absolument Hartmut Rosa et Alain Ehrenberg. Je ne dis pas non plus qu'il devrait s'interdire des défis sous prétexte que... Et après, les gens, ils s'attendaient à un doc ultra politique de Inoxtag. Moi, je pense que ça peut être une dinguerie. En fait, moi, je vois très bien un jour un doc où c'est Inoxtag qui t'explique un truc, mais un peu sur le même ton que 7 jours sur Terre. Vous voyez? Le ton un peu fataliste, et il t'explique un truc. Ah, moi, je suis désolé, ça peut, hein. car il est riche, il a 100 fois plus de chances de réussir que le kidam à qui il s'adresse. Mais je pense que le problème est le manque de remise en perspective au-delà de l'individu, d'un point de vue macro. Pourquoi il a eu envie de gravir l'Everest? Qu'est-ce que ça signifie d'aller gravir la montagne? Pourquoi vouloir faire le sommet le plus haut du monde? Qu'est-ce que ça apporte? Et donc encore une fois, on est dans cette logique de compétition qui est pas forcément néfaste en tant que telle, mais qui mérite selon moi d'être questionnée encore plus dans un documentaire de 2h20 qui est censé retracer tout le parcours physique et psychologique d'Inox. Et en Ah, moi, c'est ton fond Marvel que j'ai envie de questionner. ça, c'est problématique. En fait, c'est ça, moi, c'est ok, on questionne Inoxtag, mais pourquoi t'as mis de l'argent dans des protections de fenêtres Marvel, là? Vraiment, vraiment. Et j'espère que le public sera capable, lui, de se questionner sur le sujet et au moins d'ouvrir ce débat. Inoxtag a promis de revenir transformer de l'Everest, changer. Alors espérons qu'il se mette à se pencher de plus près à ses dynamiques et au sens de l'image qu'il renvoie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo bonus pour réagir quasi à chaud au Sa chambre d'ado, peut-être? Ah ouais? Toi, t'avais un grand écran plat comme ça dans ta chambre d'ado, toi? documentaire d'Inoxtag vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. Merci énormément à tous ceux qui soutiennent la chaîne, ça me fait super plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Adam Bros. Ciao! Bref, encore une énième vidéo d'Adam Bros. Hein. Mais c'est bien, ça permet d'en parler un peu. Moi, j'avais envie de parler du truc d'Inoxtag, ça me faisait plaisir.